Bienvenue sur La Voix du Livre. Abonnez-vous, likez et commentez pour soutenir la chaîne. Vous pouvez aussi nous aider via le lien dans la description. Bonne écoute. Botchan, épisode 10. It rien de mal dans sa visite au Toyama. Ota-san ne put rien faire et retourna. Depuis lors, ils disent que Chemise Rouge-san et Ota-san sont en mauvais termes. Vous connaissez beaucoup de choses, je devrais dire. Comment avez-vous obtenu de tels détails ? Je suis impressionné. La ville est si petite que je peux tout savoir. Oui, tout semble être connu plus qu'on ne le souhaite. À en juger par sa manière, cette femme sait probablement mes affaires de tempura et de dango. Voici un pot qui ferait claquer des pois. La signification de la Madone, les relations entre Porc-Épic et Chemise Rouge devinrent claires et m'aidèrent beaucoup. Seulement ce qui me déconcerta fut l'incertitude quant à lequel des deux avait tort. Un individu simple d'esprit comme moi ne pouvait pas dire de quel côté il devrait aider à moins que la matière ne fût présentée en noir et blanc. De Chemise Rouge et Porc-Épic, lequel est un meilleur individu ? Qu'est-ce que Porc-Épic, monsieur ? Porc-Épic signifie Ota. Eh bien, Ota-san est physiquement fort, comme la force va, mais Chemise Rouge-san est un licencié et a plus de capacité. Et Chemise Rouge-san est plus gentil, comme la gentillesse va, mais Ota-san est plus populaire parmi les élèves. Après tout, lequel est meilleur ? Après tout, celui qui obtient un plus gros salaire est plus grand, je suppose ? Il n'y avait pas d'utilité à continuer plus loin ainsi, et je fermai la conversation. 2 ou 3 jours après cela, quand je retournai de l'école, la vieille dame, avec un sourire radieux, m'apporta une lettre, disant « Vous voilà, monsieur, enfin, prenez votre temps et profitez-en. » Je la pris et trouvai qu'elle venait de Kiyo. Sur la lettre, il y avait 2 ou 3 bordereaux de réexpédition, et par ceci je vis que la lettre fut envoyée de Yamashiroya aux Ikagin, puis aux Agino. En plus, elle resta à Yamashiroya pendant environ une semaine. Même les lettres semblaient s'arrêter dans un hôtel. Je l'ouvris, et c'était une très longue lettre. Quand je reçus la lettre de mon maître chéri, j'eus l'intention d'écrire une réponse à la fois. Mais j'attrapai un rhume et fus alité pendant environ une semaine et la réponse fut retardée. Pourquoi je vous demande pardon ? Je ne suis pas habitué à écrire ou à lire comme les filles de ces jours, et cela nécessita quelques efforts pour arriver même à une lettre si mal écrite que celle-ci. J'allais demander à mon neveu de l'écrire pour moi, mais pensais que c'était inexcusable à mon maître chéri quand je devrais prendre une peine spéciale pour moi-même. Alors je fis d'abord un brouillon, puis une copie au propre. Je finis la copie au propre en 2 jours, mais le brouillon me prit 4 jours. Il peut être difficile pour vous de lire, mais comme j'ai écrit cette lettre de toutes mes forces, veuillez la lire jusqu'à la fin. C'était la partie introductive de la lettre dans laquelle, environ 4 pieds de long, était écrite 101 choses. Eh bien, c'était difficile à lire. Non seulement c'était mal écrit, mais c'était une sorte de juxtaposition de syllabes simples qui dérangeait le cerveau pour rendre clair où cela s'arrêtait ou où cela commençait. Je suis emporté et refuserais de lire une lettre si longue et inintelligible pour 5 yens, mais je lus celle-ci sérieusement du premier au dernier. C'est un fait que je la lus jusqu'au bout. Mes efforts furent surtout passés à démêler les lettres et les phrases, alors je commençai à la relire. La chambre était devenue un peu sombre, et cela rendit plus difficile de la lire. Alors enfin, je sortis sur le porche où je m'assis et la revis soigneusement. La brise du début d'automne souffla à travers les feuilles des bananiers, me baigna d'air frais du soir, fit bruisser la lettre que je tenais et l'aurait soufflé clairement jusqu'à la haie si je l'avais laissée aller. Je ne me souciais pas de quelque chose comme cela, mais continuai à lire. Mon maître chéri est simple et droit comme un bambou fendu par disposition, dit-elle, seulement trop explosif. C'est ce qui m'inquiète. Si vous affublez les autres de surnoms, vous ne ferez que vous faire des ennemis d'eux, alors ne les utilisez pas négligemment. Si vous en inventez de nouveaux, dites-les seulement à Kiyo dans vos lettres. Les gens de la campagne sont dits mauvais, et je souhaite que vous soyez prudent de ne pas vous laisser faire par eux. Le temps doit être pire qu'à Tokyo, et vous devriez prendre soin de ne pas attraper froid. Votre lettre est trop courte que je ne peux pas dire comment les choses vont avec vous. La prochaine fois, écrivez-moi une lettre au moins de la moitié de la longueur de celle-ci. Donnez un pourboire de 5 yens à l'hôtel,
C'est bien, mais n'étiez-vous pas à court d'argent après? L'argent est la seule chose dont on peut dépendre quant à la campagne, et vous devriez économiser et vous préparer pour les jours de pluie. Je vous envoie 10 yens par mandat postal. J'ai ces 50 yens que mon maître chéri me donna déposer dans la caisse d'épargne pour vous aider à commencer un ménage quand vous retournerez à Tokyo, et en retirant ces 10, il me reste encore 40 yens, tout à fait en sûreté. Je devrais dire que les femmes sont très particulières sur beaucoup de choses. Quand je méditais avec la lettre battant dans ma main sur le porche, la vieille dame ouvrit la cloison coulissante et apporta mon souper. Toujours penchée sur la lettre, « Doit être une très longue, j'imagine, » dit-elle. « Oui, c'est une lettre importante. Alors je la lis avec le vent qui la fait battre, » répondis-je, la réponse qui était un non-sens même pour moi, et je m'assis pour le souper. Je regardai dans le plat sur le plateau et vis les mêmes vieilles patates douces encore ce soir. Cette nouvelle pension était plus polie et considérante et raffinée que les Ikagines, mais la nourriture était trop pauvre et c'était un inconvénient. C'étaient des patates douces hier, ainsi fut-ce avant-hier, et les voici encore ce soir. Vrai, je me déclarais très friand de patates douces, mais si l'on me nourrit de patates douces avec une telle insistance, je devrais bientôt quitter ce cher vieux monde. Je ne peux pas me moquer de courge oubarde, je deviendrai patate douce moi-même avant longtemps. Si c'était Kyo, elle me servirait sûrement mon thon tranché favori ou du kamaboko frites, mais rien à faire avec un samouraï serré et pauvre. Il semble meilleur que je vive avec Kyo. Si je dois rester longtemps dans l'école, je crois que je l'appellerai de Tokyo. Ne mangez pas de tempura, ne mangez pas de dango, et puis devenez jaune en vous nourrissant seulement de patates douces dans la pension. C'est pour un éducateur et sa place est vraiment dure. Je pense que même les prêtres de la secte zen jouissent de meilleure nourriture. Je nettoyais les patates douces, puis sortis 2 œufs crus du tiroir de mon bureau, les cassai sur le bord du bol à riz pour passer le cap. Je dois obtenir de la nourriture en mangeant des œufs crus ou quelque chose, ou comment puis-je supporter l'enseignement de 21 heures par semaine? Je fus en retard pour mon bain aujourd'hui à cause de la lettre de Kyo. Mais je n'aimerais pas manquer un seul jour, puisque j'y étais allé tous les jours. Je pensais que je prendrais un train aujourd'hui, et venant à la gare avec la même vieille serviette rouge pendante de ma main, je trouvai que le train venait juste de partir il y a 2 ou 3 minutes, et dut attendre quelque temps. Tandis que j'étais assis sur un banc fumant une cigarette, mon ami Courge Hubbard arriva par hasard. Depuis que j'entendis l'histoire de lui, de la vieille dame, ma sympathie pour lui devint bien plus grande que jamais. Sa réserve me parut toujours pathétique. Ce n'était plus un cas de simplement pathétique. Plus que cela, je souhaitais que son salaire fût doublé, si possible, et qu'il épousât mademoiselle Toyama et les envoyât à Tokyo pendant environ 1 mois pour un voyage de plaisir. Le voyant alors, je lui fis signe de s'asseoir à côté de moi, l'abordant gaiement. « Salut, allez-vous au bain? Venez et asseyez-vous ici. » Courge Hubbard, apparaissant très effrayé, dit « Ne vous dérangez pas pour moi, monsieur », et que ce fût par politesse réticente ou je ne sais quoi, resta debout. « Vous devez attendre un peu avant que le prochain train parte. Asseyez-vous, vous serez fatigué, le persuadai-je encore. » En fait, j'étais si sympathique pour lui que je souhaitais le faire asseoir près de moi d'une manière ou d'une autre. Alors, avec un « merci, monsieur », il s'assit enfin. Un individu comme clown, toujours frais, se fourre où il n'est pas voulu, ou comme porc-épic fanfaronne avec une figure qui dit « le Japon serait à court sans moi », ou comme chemise rouge, satisfait dans la croyance d'être le grossiste de galanterie et de cosmétiques. Ou comme blaireau qui apparaît pour dire « si éducation était vivante et mettait une redingote, cela me ressemblerait. » Tous et chacun d'une manière ou d'une autre ont de la bravade, mais je n'ai jamais vu aucun individu comme ce Courge Hubbard, si tranquille et résigné, comme une poupée prise pour une rançon. Sa figure est plutôt enflée, mais pour la Madone de rejeter un individu si splendide et de donner la préférence à chemise rouge, fut frivole au-delà de ma compréhension. Mettez combien de douzaines de chemises rouges vous voulez ensemble, cela ne fera pas un mari d'étoffe pour battre Courge Hubbard. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas avec vous? Vous semblez assez fatigué, demandai-je. Non, je n'ai pas de mots particuliers.
C'est bien. La mauvaise santé est la pire chose qu'on puisse attraper. Vous semblez très fort. Oui, je suis mince, mais ne fus jamais malade. C'est quelque chose que je n'aime pas. Courge Hubbard sourit à mes paroles. Juste alors j'entendis des rires jeunes et girliches à l'entrée, et incidemment regardant de ce côté, je vis une pêche. Une belle fille, grande, à la peau blanche, avec la tête coiffée en style col haut, se tenait avec une femme d'environ 45 ou 6 devant le guichet. Je ne suis pas un individu donné à décrire une belle, mais il n'y avait pas besoin de répéter affirmant qu'elle était belle. Je me sentis comme si j'avais réchauffé une boule de cristal avec du parfum et la tenais dans ma main. La femme plus âgée était plus petite, mais comme elle ressemblait à la plus jeune, elle pouvait être mère et fille. Au moment où je les vis, j'oubliai tout au sujet de Courge Hubbard et regardai fixement la jeune beauté. Alors je fus un peu surpris de voir Courge Hubbard se lever soudainement et commencer à marcher lentement vers elle. Je me demandais si elle n'était pas la Madone. Les trois faisaient la courbette devant le guichet, à quelque distance de moi, et je ne pouvais pas entendre ce dont ils parlaient. L'horloge à la gare montra que le prochain train partirait dans 5 minutes. Ayant perdu mon partenaire, je devins impatient et désirais que le train parte aussitôt que possible, quand un individu se précipita dans la gare excité. C'était Chemise Rouge. Il avait des vêtements flottants, lâchement liés avec une ceinture de crêpe de soie, et enroulée autour d'elle la même vieille chaîne en or. Cette chaîne en or est bourrée. Chemise Rouge pense que personne ne le sait, et en fait un grand spectacle, mais j'ai été sage. Chemise Rouge s'arrêta court, regarda autour, puis après avoir salué poliment les trois encore devant le guichet, fit une remarque ou deux, et se tourna hâtivement vers moi. Il vint à moi, marchant dans son style habituel de chat, et héla. « Vous aussi allez au bain ?» J'eus peur de manquer le train et me dépêchai, mais nous avons 3 ou 4 minutes encore. Je me demande si cette horloge est juste. Il sortit sa montre en or, et remarquant qu'elle était fausse d'environ 2 minutes, s'assit à côté de moi. Il ne se tourna jamais vers la belle, mais avec le menton sur le haut d'une canne, regarda fixement droit devant lui. La femme plus âgée regardait occasionnellement vers Chemise Rouge, mais la plus jeune gardait son profil détourné. Sûrement elle était la Madone. Le train arriva maintenant avec un sifflement aigu, et les passagers se hâtèrent de monter. Chemise Rouge sauta dans le wagon de première classe devant tous. On ne peut pas beaucoup se vanter de monter dans le wagon de première classe ici. Cela coûtait seulement 5 cents pour la première et 3 cents pour la seconde jusqu'à Sumida. Même je payais pour la première et un billet blanc. Les individus de la campagne, cependant, étant tous serrés, semblaient considérer la dépense des 2 cents extra une affaire sérieuse et montaient principalement dans la seconde. Suivant Chemise Rouge, la Madone et sa mère entrèrent dans la première. Courge Hubbard monte régulièrement dans la seconde. Il se tint à la porte d'un wagon de seconde classe et parut quelque peu hésitant, mais me voyant venir, prit des pas décisifs et sauta dans la seconde. Je me sentis désolé pour lui, je ne sais pas pourquoi, et le suivis dans le même wagon. Rien de mal à monter dans la seconde avec un billet pour la première, je crois. Aux sources thermales, descendant du 3e étage à la salle de bain en vêtements de bain. Encore je rencontrai Courge Hubbard. Je sens ma gorge bouchée et incapable de parler à un rassemblement formel, mais autrement je suis plutôt bavard, alors j'ouvris la conversation avec lui. Il était si pathétique, et ma compassion fut soulevée à un tel point que je considérais que c'était le devoir d'un enfant de Yedo de le consoler au meilleur de ma capacité. Mais Courge Hubbard n'était pas responsive. Quoi que je disse, il répondait seulement « hein » ou « et même ceci avec un effort évident ». Enfin j'abandonnai ma tentative sympathique et coupai la conversation. Je ne rencontrai pas Chemise Rouge au bain. Il y a beaucoup de salles de bain, et on ne rencontre pas nécessairement les individus à la même salle de bain, bien qu'ils puissent venir par le même train. Je ne pensais rien d'étrange à cela. Quand je sortis du bain, je trouvai la nuit brillante de la lune. Des 2 côtés de la rue se tenaient des saules qui jetaient leurs ombres sur la route. Je ferai un petit tour, pensai-je. Venant vers le nord, à l'extrémité de la ville, on voit une grande porte à gauche.
En face de la porte se dresse un temple et les deux côtés de l'approche au temple sont bordés de maisons avec des rideaux rouges. Un quartier réservé à l'intérieur d'une porte de temple est un phénomène inouï. Je voulus entrer et jeter un coup d'œil à l'endroit, mais par crainte que je ne puisse recevoir un autre coup de pied de blaireau, je le dépassai. Une maison plate avec des fenêtres à treillis étroits et un rideau noir à l'entrée, près de la porte, est l'endroit où je mangeais du dango et commis la gaffe. Une lanterne ronde avec les signes de friandises suspendue dehors et sa lumière tomba sur le tronc d'un saule tout près. J'eus faim d'un morceau de dango, mais m'en allai m'abstenant. Être incapable de manger du dango qu'on aime tant manger est tragique. Mais que sa fiancée change son amour pour un autre serait plus tragique. Quand je pense à Courjubarde, je crois que je ne devrais pas me plaindre si je ne peux pas manger de dango ou quoi que ce soit d'autre pendant 3 jours. Vraiment, il n'y a rien de si peu fiable qu'une créature que l'homme. Autant que sa figure va, elle apparaît la moins susceptible de commettre un acte aussi sans cœur que cela. Mais la belle personne est de sang-froid, et Koga-san, qui est enflé comme une citrouille trempée dans l'eau, est un gentleman jusqu'au cœur. C'est là que nous devons être sur nos gardes. Porc-Épic, que j'avais pensé candide, fut dit avoir incité les élèves, et lui que je considérais alors un agitateur, demanda au principal un châtiment sommaire des élèves. Le dégoûtant snob, chemise rouge, est inopinément considérant, et m'avertit de plus d'une façon, mais alors il gagna la madone par des moyens tordus. Il nie cependant avoir manigancé quoi que ce soit de tordu au sujet de la madone, et dit qu'il ne se soucie pas de l'épouser à moins que ses fiançailles avec Koga ne soient rompues. Quand Ikagin me chassa de sa maison, Clone entre et prend ma chambre. Vu de n'importe quel angle, l'homme est peu fiable. Si j'écris ces choses à Kyo, cela la surprendrait. Elle dirait peut-être que parce que c'est le côté ouest de Hakone que la ville avait tous les monstres et coquins déversés ensemble. Je ne me soucie pas par nature de petites choses et étais venu jusque-là sans me soucier de rien. Mais à peine un mois s'était écoulé depuis que je vins ici, et j'ai commencé à regarder le monde assez mal à l'aise. Je n'ai pas rencontré d'affaires particulièrement sérieuses, mais je me sens comme si j'avais vieilli de 5 ou 6 ans. Mieux vaut dire adieu à ce vieux coin bientôt et retourner à Tokyo, pensais-je. Tandis que je me promenais ainsi, pensant à diverses matières, j'avais passé le pont de pierre et étais venu à la levée de la rivière Nozeri. Le mot rivière semble trop grand. C'est un ruisseau peu profond d'environ 6 pieds de large. Si l'on continue le long de la levée,